Yo! Nouveau format Focus. On prend un peu plus notre temps pour traiter un sujet en détail. Certains d'entre vous peut-être connaissent déjà la licence Persona et le succès en Europe des derniers opus, ainsi que l'univers animé autour de celle-ci. Si c'est le cas, vous remarquerez qu'au moment de la sortie de cette vidéo, on est déjà au 5ème épisode, les premiers temps assez obscurs en Occident, et parfois à raison. Et si je vous disais que Persona n'était que la série dérivée d'une plus grosse licence, un grand-père encore bien dans la course, lui aussi avec son univers animé? Je vous rappelle donc que cette vidéo est déconseillée aux plus jeunes, et pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous me voyez venir, mais vous connaissez Shin Megami Tensei? Un an à peine après la série de nouvelles d'Aya Nishitani, Digital Devil Story Megami Tensei a déjà droit à son adaptation en OAV. Dans l'histoire de base, Nakajima, un génie en informatique et fasciné par l'occulte, prend peu à peu le contrôle des élèves de son école en invoquant le démon Loki par le biais d'un programme. Évidemment, les choses vont dérailler, et aidés de Yumiko, une nouvelle élève, ils tenteront d'arrêter le monstre à tout prix. Bon, déjà, qu'est-ce que ça donne? On commence le film avec ce que j'appelle un cauchemar humide, c'est un rêve humide où tu cherches le crucifix quand tu te réveilles. On enchaîne avec l'arrivée de Yumiko, la nouvelle élève, et à côté de ça, on comprend que le mystérieux Nakajima est respecté, voire craint dans l'établissement, notamment par les professeurs, et ah, c'est déjà fini! La scène de cul à 6 minutes et le sexe virtuel entre la prof et Digital Demon Loki. Par la suite, on nous montre qu'après s'être fait violemment humilier, Nakajima organise régulièrement des cybermesses noires afin de prendre le contrôle des élèves. Entre-temps, il nous fera encore une petite séance de vision cauchemardesque sur fond de synthé terrifiant. Ou pas. On découvre alors que Yumiko semble avoir les mêmes rêves pendant que Loki, dieu de la malice, de la manipulation, mais visiblement pas de la subtilité, prépare quelque chose. Alors qu'il se sent étrangement attiré par Yumiko, Nakajima tente de la protéger en lui sommant de se tenir loin de l'école. Elle le croit, mais se repent quand même. Ah mais c'était sûr en fait! En plein cours, les élèves se lèvent, l'emmènent comme des zombies, vont en salle de techno, visiblement la déco ne choque plus personne, et la ketchup, grenadine et jus de raisin pendant presque 1 minute, bordel que c'est long, et notre démon s'est invoqué de lui-même. Peu convaincu par la démarche, Messire Nakajima lui tâte à peu près ce langage. Yamero... Loki... Yamero dato. Il se fait envoyer bouler, laissant l'occasion pour un nouveau flashback où on comprend que ses camarades bourreaux se sont déjà fait massacrer. Pendant ce temps, Loki, très soucieux de respecter le folklore local, entame avec Yumiko une petite visite tentaculaire d'étudiante. Heureusement, celle-ci est alors possédée par la divinité Izanami qui la libérera avant de tenir tête au démon à grands coups de pirouettes et de laser. Quoi, j'ai jamais dit que c'était logique. Bref, on va accélérer, Yumiko brûle Loki avant de s'enfuir de justesse avec Nakajima, mais celle-ci est mortellement blessée dans la bataille, et dans son dernier souffle, et toujours sous l'influence d'Izanami, explique qu'elle ressuscitera si Nakajima amène son corps jusqu'au tombeau de la divinité. Pendant ce temps, et aidée par sa nouvelle maîtresse, vous l'avez? Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Loki multiplie les fatalities par écran interposé. Nakajima invoque l'aide de... Kerberos! Kerberos! Ça me paraît évident. mais sera rattrapé par Loki dans le tombeau. Ensemble, ils chutent dans ce que j'imagine être l'enfer. Je comprends plus rien. Allez, film, courage, t'y es presque. Aidé de Cerbère et de la magie du synthé. Nakajima retrouve son épée divine, triomphe des illusions de Loki avant d'achever celui-ci à travers la plaie que Yumiko lui avait infligée plus tôt. De retour à la surface, nos deux héros savourent enfin la lumière d'un monde sans menace démoniaque. Fin. Enfin non, alors que la prof attend le retour de Loki, un certain Seth tente sa chance. Fin. Alors, comment dire? C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Je vais être honnête, ça a mal vieilli, mais pas seulement. Au pays des Beatles, on appelle ça le too much. Ça gueule de partout, avec des hectolitres de sang, le quota de fesses est forcé, la musique pue le renfermé, même pour l'époque. Mais surtout, l'action est décousue, les flashbacks fusent dans tous les sens et ça rend le tout vraiment brouillon et hyper forcé. Je dirais bien que ça vient du fait de compresser l'histoire entière dans un format trop court de 45 minutes, mais quand on voit que les remarques sur la dose de gore et de sexe étaient déjà faites à la nouvelle d'origine, on comprend que l'écrivain a surtout orienté son œuvre pour mieux cibler son public. Malgré cela, tout n'est pas à jeter, loin de là. Déjà sur le papier, l'idée que Nakajima appelle des alliés par le biais de son programme d'invocation de démons rend plutôt bien, et on voit bien que l'univers permet de mêler toutes sortes de mythologies pour en faire à peu près ce que l'on veut sans pour autant les dénaturer. Enfin, pas trop. Kerberos! Pareil pour les designs, vraiment efficaces, dont certains resteront même utilisés dans les jeux par la suite, et même au niveau de la mise en scène, j'adore que l'on voit d'abord Loki avec un faciès humain des traits presque nobles avant de laisser place à un visage monstrueux l'instant d'après, je trouve que ça souligne bien son côté trompeur et fourbe. J'y reviens, mais l'utilisation du mythe japonais d'Izanagi et Izanami est d'ailleurs plutôt bien utilisée ici, puisque si Yumiko explique clairement quelle divinité la possède, d'où le titre d'ailleurs, Megami Tensei, la réincarnation de la déesse, rien n'est dit pour Nakajima qui arrive autant à être l'antagoniste
principal que le héros de l'histoire. Bah oui, techniquement, il n'est pas moins le méchant que Loki, même si ce dernier l'a manipulé, Nakajima a tout de même agi par esprit de vengeance sur toute l'école. Mais de par son attirance intuitive pour ce que représente Yumiko, ses visions répétées ou encore l'épée mystique qu'il manie, on ne peut en déduire qu'il ne s'agit que d'Izanami, fuyant les enfers et poursuivi par sa femme putréfiée, exactement comme dans le mythe. Ambiance... Alors je me permets une aparté, mais j'en vois pas mal qui pointent du doigt des reprises et des adaptations plus ou moins directes et forcées d'Hollywood, mais ça fait partie de la magie des échanges d'œuvres culturelles que de laisser non seulement dans leur sillon une identité et un message propre à leur époque et aux personnes qui y ont participé, mais aussi une inspiration nouvelle à des gens qui sont totalement étrangers à ces codes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai vu ce film. Et oui, c'était l'époque des affiches qui claquent. Donc pas le choix, c'est le moment de faire un résumé rapide sans trop respirer. Stanley Cooper-Smith est le souffre-douleur de l'académie militaire, il se fait martyriser par des élèves, les profs le méprisent et même le directeur se sert de lui pour ses jeux bien crades. Tu vas voir si je DPS pas assez coquine. Pendant ses corvées dans les fondations de l'école, il découvre un livre servant de guide pour, merci le titre français, une messe noire. Jusque-là surtout intrigué, Stanley le lira à travers son ordinateur qui prendra vie avec des effets trop cool. Après l'avoir bien poussé à bout, le groupe de brutes complètement torchés et à l'humour douteux, T'es pas mort. iront jusqu'à la blague de trop en tuant le chien que Stanley cachait. La dernière limite est franchie. Cooper-Smith assassine un officier en mode gravité lunaire, complète le rite et, aidé par la magie des câbles et une armée de cochons, enferme et trucide ses bourreaux. On apprendra plus tard qu'il est enfermé en hôpital psychiatrique et jure encore de revenir. Et c'est la fin de Evil Speak de Eric Watson. Alors, on est clairement sur une version masculine de Carrie et un film de série B dans l'ombre de The Omen ou de l'Exorciste, sorti quelques années plus tôt et exploitant toujours la vague du satanisme à l'époque. Vilain nanar ou pépite comprise, Evil Speak est tout de même salué pour son grand final sanguinolent et il y a même une fatality version Indiana Jones et le Temple Maudit. Et j'aime bien ce film. Derrière son côté kitsch et sa direction, disons... bancale, on a une seconde lecture un peu à la Bossu de Notre-Dame, où Cooper-Smith, qui n'est ni athlétique ou charismatique, devient littéralement le défouloir commun pour des gens se disant de bien. Ceux-là même qui prétendent arborer le respect militaire ou des vertus religieuses, jusqu'à finalement engendrer leur propre mal. Et c'est un phénomène d'autant plus d'actualité aujourd'hui avec des sujets comme la cancel culture. Wow, je crois que je suis allé un peu trop loin, désolé YouTube. Il découvre un livre pour une messe noire, le repose, fin. Evil Speak est sorti en 81, les livres Megami Tensei en 85. Donc oui, l'auteur de Megami Tensei semble s'être beaucoup inspiré de ce film. Humiliation, occulte, vengeance, perte de contrôle, voilà. Et là, j'aurais pu me dire, trahison, disgrâce, et aller chialer sur Twitter. Ou pas. Si à la fin de Evil Speak, Cooper-Smith, poussé par un ordinateur maudit, craque et massacre tout le monde, pour Nakajima, qui reprogrammait littéralement sa classe, ce n'est que le début puisqu'il va être le témoin de ce carnage et surtout va essayer de l'arrêter en retournant par exemple les armes de son ennemi contre lui. Là où Cooper-Smith finit interné, Nakajima tente de sauver le monde. Et je dirais même plus, là où Evil Speak finit, Megami Tensei commence. À côté de ça, ne serait-ce que dans la mise en scène de l'anime qui met beaucoup plus en avant l'aspect de technologie occulte, il faut bien comprendre qu'à l'époque, ça fait à peine quelques années que les gens découvrent les ordinateurs. Avant ça, surtout réservé à l'armée et aux grosses entreprises, c'était un sacré bouleversement. Il est alors naturel de l'assimiler à des fantasmes tels que la magie, surtout dans un pays comme le Japon, où une mythologie et un folklore très présent côtoient un monde ayant connu la catastrophe atomique il y a alors une quarantaine d'années. Ambiance... Par la suite, la licence se renommera Shin Megami Tensei et engendrera nombre de jeux et de séries dérivées avec différents univers et créant par la même occasion l'une des licences de RPG les plus solides et marquantes de la culture nippone. Quand on y pense, on part quand même de... Par l'enfer, je vais tous vous crever. Ah, oh, au secours, Jacques Givre et la Jolie Fée sont de sortie. Mais bon, vu le nombre de films et de séries estampillées SMT, il faudra bien qu'on revienne là-dessus encore quelques fois. Mais maintenant, je vous le demande, utiliser un ordinateur pour invoquer des créatures, ça vous fait pas penser à quelque chose? J'arrive pas à mettre le doigt dessus, comme si elle venait d'un pays numérique. Ah oui, depuis le début des chroniques, je vous parle de OAV, mais j'oublie toujours de vous expliquer ce que c'est. En fait... Mais qu'est-ce que... Oh